Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter mes lectures de l'automne 2021. Quand je compte l'automne, je compte de septembre à décembre finalement. Et je vais vous présenter les bouquins que j'ai lus par ordre de, de préférence. À noter aussi que les bouquins ne sont pas sortis en 2021. Il y en a aucun en fait qui est sorti en 2021. C'est juste des lectures que j'ai lues et que j'ai appréciées. Et si vous avez envie de les lire à votre tour, que grand bien vous fasse, je vous laisse les acheter, les lire, les emprunter, tout ce que vous voulez. Il y en a certains qui valent vraiment la peine, vraiment, et je reviendrai dessus. Mais voilà. Bon, je vais commencer très rapidement avec Libérer votre cerveau d'Idriss Aberkane. Un livre qui avait fait polémique à l'époque, mais qui s'était vendu, mais comme des petits pains. Quand je dis à l'époque, c'était en 2016, non 2015 ou 2016. Je sais plus quand est-ce que c'était sorti ce bouquin. Je crois que c'était 2016. Mais je ne suis pas forcément fan, voilà. Idriss Aberkane, c'est un gars que je suis depuis très longtemps. J'ai regardé énormément de ses conférences, et ça faisait un petit moment que je voulais me lire son bouquin. Bon, finalement je l'ai fait, et qu'est-ce que j'ai appris de plus que tout ce que j'avais appris au cours de ces conférences? Rien. Ensuite, on va parler du Marchand de Venise de Shakespeare. Ah ouais, alors je vois dans le rendu que c'est inversé, désolé, c'est pas ma faute, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc le Marchand de Venise de Shakespeare, qui est plutôt cool, qui est plutôt sympathique à suivre. C'est du Shakespeare, donc c'est très bien écrit. En plus, moi j'avais l'édition bilingue, donc je sais pas si ça se voit là. Mais en gros sur une page c'est marqué en anglais, bah non du coup non ça se voit pas parce que c'est inversé, mais sur une page c'est marqué en anglais et sur l'autre c'est marqué en français. Même si moi de mon livre, il avait des petits défauts d'impression, hein, genre vous voyez là, genre là c'était mal imprimé, je sais pas si on voit, ouais si. Vous voyez, genre c'était mal imprimé quoi, c'était un peu relou. Mais c'était plutôt sympathique. Vite fait, le synopsis de l'histoire, c'est deux poteaux, Bassanio et Antonio, qui se serrent les coudes parce que Bassanio il veut aller conquérir Portia, la dame de Belmont, donc un lieu fictif. La dame, je crois c'est la reine ou je sais plus. Il veut aller la conquérir, le truc c'est qu'il a pas de thunes, donc il peut pas trop se faire passer pour un gars qui est super à l'aise financièrement. Antonio va donc lui proposer de l'aider en allant voir Shylock, un juif qui vit dans une espèce de ghetto qui leur propose un prêt. Sauf que pour chaque livre qu'il ne prend pas, Shylock va lui proposer une livre de chair en guise de remboursement. De chair, genre la chair là. C'est franchement stylé. Bon, l'acte 2 ne sert à rien si ce n'est juste à nous faire attacher au personnage. Il y a un propos intéressant. Est-ce que le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir? Je l'ai lu au cours de mon cursus à l'université parce que la grande thématique du semestre et même de l'année c'était le don et l'échange, et on est clairement dedans. Puis Shakespeare est un auteur fascinant, ça c'est clair. Il a une plume très soignée, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. J'avais déjà lu à l'époque Roméo et Juliette et j'avais adoré. J'avais commencé Hamlet, bon j'ai pas terminé parce que c'est quand même un gros pavé. Franchement c'est cool, il y a pas mal de rebondissements, et si jamais un jour c'est au théâtre, j'aimerais bien aller le voir parce que c'est franchement stylé. Je vous ai dit qu'on allait par ordre de préférence, donc là on monte un petit peu crescendo et on est avec Sigmund Freud. Métapsychologie, alors c'est dur comme ça à lire à l'envers, mais j'espère que, je le répète, métapsychologie. Alors métapsychologie de Freud, qui est assez cool. Freud a écrit de nombreux ouvrages, en vrai ce sont des ouvrages, c'est plus une série d'articles ce qu'il y a là-dedans, une série de 4 ou 5 articles, de longs articles, où il parle entre autres des pulsions. Il y a un immense chapitre sur l'inconscient qui dure plus de la moitié largement plus d'ailleurs de la moitié du livre. Ensuite il parle aussi de l'interprétation des rêves, de ce genre de choses là. C'est le premier livre que j'ai lu, je l'ai lu en septembre, vraiment tout début septembre, donc j'en garde pas je garde pas un souvenir très frais dans ma mémoire de tout ce que ça raconte, mais je me rappelle certainement que c'était très intéressant et que même ça m'a permis de changer de point de vue sur pas mal de trucs. Mais lorsque j'ai vu que d'autres auteurs qui arriveront plus tard, dont je vais en parler, ont repris Freud, je me suis dit que le gars a quand même eu un impact colossal. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur vos pulsions, sur les rêves, savoir son interprétation qui est très intéressante, moi je vous recommande ce livre. En plus franchement c'est un livre qui est assez court, il est très accessible, donc franchement foncez. Ensuite je vais vous parler du Partage social des émotions par Bernard Rimet. Alors Bernard Rimet qui est un psychologue belge, qui est un directeur d'études, qui est un chercheur, et son bouquin Le Partage social des émotions permet de comprendre quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que les individus ont tendance entre eux à partager des événements qui ont eu un impact émotionnel fort sur eux. D'ailleurs, à l'intérieur, il détruit un peu le concept de secret. Selon lui, un individu n'est pas trop capable de tenir sa langue. En tout cas, il n'a pas réussi à avoir de stats dessus. Et c'est bourré de statistiques, de tableaux qui sont très intéressants, qui sont accessibles, et pour le coup, ça nous aide vraiment à comprendre le monde qui nous entoure, à comprendre le comportement de certaines personnes. Pourquoi un tel essaie de nous raconter cela? Peut-être pour revivre l'émotion qu'il a vécue au moment où son histoire s'est produite. Et dedans, il dit que finalement, progressivement, plus on raconte,
et moins on ressent l'impact émotionnel revenir. Il détruit aussi cette fiction qui est que lorsque l'on se confie à quelqu'un, le trouble disparaît. Le truc c'est que même partiellement il ne disparaît pas. Et ça pour le coup c'est assez intéressant. Bref, c'est un bouquin qui est assez lourd, il y a énormément, bon je vais pas dire de révélations, mais de concepts, de nouvelles choses à appréhender. Et il y a pour moi, ça c'est un petit point, c'est vraiment un gros point noir même du truc, il n'y a pas assez d'exemples. T'es obligé en fait de me faire moi-même mes propres exemples, de me les faire moi-même. Alors quelque part c'est pas si dérangeant que ça, mais pour un bouquin de cette taille, qui est quand même, alors je regarde le nombre de pages, ouais il y en a quand même 350, plus de 350, avec énormément de concepts, au moins un à chaque page, bon pas de concepts comme j'ai dit, mais de révélations plutôt, ça commence un peu à faire beaucoup, et du coup ça ne rend pas forcément la lecture très agréable, mais les tableaux ont vachement aidé je trouve, franchement c'est très intéressant, moi je vous le recommande vivement. Ensuite je continue avec le dernier livre que j'ai lu, La légende de Sleepy Hollow de Washington Irving. Alors j'ai trop le seum parce que ici là il est il est un peu cassé, quoi, un peu caboté, mais t'es assis dessus comme un bouffon. La légende de Sleepy Hollow, très vite, c'est très court, hein, ça fait 70 pages. Sleepy Hollow, c'est le quartier, enfin le quartier, c'est la province, dans un quartier paumé aux États-Unis, c'est un truc, bon, c'est à la campagne des États-Unis. Et la légende, du coup, de Sleepy Hollow, c'est un cavalier sans tête qui erre dans la forêt. Et c'est franchement stylé, l'histoire, même si au début, elle a des airs pas forcément comiques, mais un peu détente, elle finit très vite par devenir assez angoissante, pour ne pas dire dérangeante, et on tournerait même un peu vers du tragique. Mais en fait, le truc qui est fou, surtout avec ça, c'est que c'est une très belle histoire d'Halloween. Alors j'ai vu qu'il y avait un film avec Johnny Depp qui était sorti dessus, peut-être que j'irai le voir, parce que franchement, moi je garde un bon souvenir de ça. Après ça ne va pas me marquer plus que ça, mais un truc par contre qui a marqué, c'est que dedans il y a le cavalier sans tête, et le cavalier sans tête, dans la mythologie irlandaise je crois, qui s'appelle Dullahan, je le kiffe, je pense que c'est une de mes créatures mythologiques préférées, elle est beaucoup trop stylée, elle est très classe, donc voilà. Ensuite, on va s'attaquer au livre le plus long que je n'ai jamais lu de ma vie, Le héros aux 1001 visages. Et je trouve que le titre a été très mal traduit. Moi, j'aurais plus dit que c'est le héros aux 1000 visages. Alors pourquoi aux 1001 visages? À part juste pour faire stylé, genre on va faire une ref aux 1001 nuits, qui est un conte, oui, il en parle d'ailleurs en plus des 1001 nuits, ça le truc. Mais je trouve pas ça ouf, je trouve vraiment pas ça ouf comme référence. Mais c'est pas grave, parce que à part ça, le livre est très colossal, mais colossalement bon. Et il fait plaisir. À l'intérieur, Joseph Campbell, l'auteur, énonce sa théorie du monomythe. Joseph Campbell, c'est un gars qui a analysé, qui a enseigné également énormément de mythes, qui les a étudiés, il s'est rendu sur place, hein, il est allé au Japon, en Inde, bref, et il a fini par voir qu'il y avait certaines ressemblances au niveau des mythes, donc de leurs histoires et de leur perception, et même de leur création, quasiment. Alors, ce qui est super intéressant dans ce bouquin, c'est ça, c'est le monomythe. Monomythe qu'il explique très vite fait dans une thèse au tout début, et qu'il finit après par argumenter avec énormément trop d'exemples, je vais y revenir. Ah oui, il parlait également du cycle cosmogonique, que même encore maintenant j'ai un peu de mal à avoir compris. Si je dis pas de bêtises, c'est le parcours du héros. Il faudra encore que je me replonge dedans parce que le gros point noir de ce bouquin, enfin c'est un point noir pour moi, vous si ça se trouve vous allez kiffer de ouf, mais le gros point noir pour moi c'est qu'il y a trop d'exemples, et il y en a énormément, et ces exemples peuvent s'étendre sur 4, 5, même 10 pages. Et du coup, t'es là, moi je lis son exemple c'est en général un mythe, alors j'ai appris beaucoup de mythes, hein, c'est assez stylé d'ailleurs, enfin j'ai appris beaucoup de mythes sur le moment, là tout de suite, là je saurais pas vous en citer un. Donc du coup t'es là, tu lis le mythe, tu kiffes, tu t'aimes bien, et moi j'étais tellement à fond dans les exemples que j'oubliais en fait pourquoi est-ce qu'il le citait cet exemple là. Même si à la fin il y retourne un petit peu, mais il y retourne que très superficiellement. Parce que l'essentiel de son argumentation, il le fait avant son exemple comme tout le monde. Je le refeuilleterai de temps en temps, afin de plus me remémorer. Je pense que c'est un bouquin que tu feuillettes souvent, plus que tu ne lis une fois, et après tu t'en débarrasses. On va rentrer dans le top 4. À l'entrée, j'ai pas réussi à me départager entre les deux, alors qu'ils sont super différents. Donc dites-vous que le quatrième et le troisième, ils se valent à peu près. L'élitisme républicain, par Christian Baudelot et Roger Stablé, qui sont deux sociologues. Ça, c'est le deuxième livre que j'ai lu pendant cet automne. Et j'en garde un très bon souvenir. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui nous explique l'état de notre école, l'état des élèves, qui nous explique en quoi notre système scolaire est élitiste, ce qui ne va pas dedans. Alors ça parle énormément de l'enquête PISA, même ça tourne autour de ça, l'enquête PISA, donc une enquête qui cherche à évaluer tous les élèves des différents pays de l'OCDE. Je rappelle que l'OCDE c'est plus d'une trentaine de pays, aujourd'hui c'est 38 pays. C'est sorti il y a un petit moment déjà, grâce à ce bouquin, bon du coup mini spoiler. Par exemple on apprend que les Français sont meilleurs dans les matières qui nécessitent
peu de réflexion finalement, où il faut répondre du tac au tac, genre des mathématiques, mais qu'ils sont beaucoup plus mauvais dans les matières qui nécessitent une vraie réflexion. D'ailleurs, les épreuves de lecture et d'écriture, pour le français, la France a le plus gros taux d'abstention à ces épreuves-là, on est autour de 20% sur ces idées-là. Et c'est là, mine de rien, où même le bouquin de Idriss Aberkane, où dedans, il parle de l'impuissance apprise. Pour le coup, là, ça fait sens, parce que tu te dis, t'as quand même 2 élèves sur 10 qui, quand ils voient un long texte, et qu'il faut l'analyser, ils disent je peux pas, je sais pas faire et je n'essaie même pas. Et ça pour le coup c'est très intéressant. Et puis si je le mets aussi haut dans la liste, c'est parce que j'ai pas arrêté d'en discuter avec des potes et que lorsqu'ils me disent par exemple que la France elle est dernière niveau pays, niveau éducation, je leur dis non c'est faux, la France elle est dans le milieu, elle est un petit peu en dessous mais elle est dans le milieu. Le top 3 est vraiment tout en bas des pays de l'OCDE, t'as la Turquie et le Mexique. Et le top 3, ça se joue entre la Finlande, la Corée du Sud, et faudrait que je retrouve, je crois que c'est le Danemark, mais je suis pas sûr, j'ai la flemme de vérifier, mais voilà. Et vraiment, juste ce bouquin, Les principes du gouvernement représentatif, de Bernard Manin, c'est un bouquin que Viktorovitch n'a pas arrêté d'en parler, franchement. Et j'aime beaucoup Clément Viktorovitch, c'est quelqu'un que je suis beaucoup, et donc du coup j'ai décidé de le lire, Les principes du gouvernement représentatif, et comment vous dire que j'ai été assez déçu. Alors, c'est super intéressant, le propos est pertinent, y a rien à dire, mais la façon d'amener le propos est relou. Je trouve qu'il y a énormément de pages qui ne servent à rien. Je pense que le contenu et le propos du livre peut être réduit d'au moins 100 pages, vraiment, sur 250. Donc, comment vous dire que... Non, attendez. Non, il y a 300 pages. Bon, non, en vrai, ça peut être réduit de 150, du coup, ça peut être réduit de moitié. Alors, c'est très stylé. Sa thèse à Bernard Manin, c'est de nous dire que, finalement, nous ne sommes pas dans une démocratie, mais dans un gouvernement représentatif. Autrement dit, que nous sommes dans une espèce d'aristocratie à légitimité démocratique. C'est-à-dire que ceux qui nous gouvernent, sont issus d'une aristocratie à légitimité démocratique. Autrement dit, ce sont les personnes qui ont le plus riche capital culturel, même capital tout court, qui sont au sommet. D'ailleurs, il prouve que ça a été le cas finalement au cours de toute l'histoire de l'humanité. Il parle également de la démocratie directe de Athènes au tout début, que ça c'était assez intéressant je trouve, même si je connaissais déjà du coup, donc ça m'avait un peu gavé, mais j'aime beaucoup ce bouquin, parce que mine de rien ça reste quand même un bouquin qui nous fait questionner sur notre système actuel, qui répond à une grande question qui est mais c'est quoi la démocratie en fait. Et j'ai fait l'expérience lorsque j'étais en cours, mon prof m'avait dit à votre avis en France on est en démocratie ou pas? Et j'ai eu une tonne de réponses avec Bernard Manin qui m'est venu dans la tête. Je pensais vraiment pouvoir disserter dessus en fait, je pouvais. Mon problème c'est que je fais des études de langue et que c'était en espagnol, et c'est ça que moi j'aime bien, c'est que les livres que j'aime bien sont des livres qui ont des réponses compliquées à des questions qui sont simples, et moi j'adore ça. On va passer au top 2. En numéro 2, je vais mettre Antoine Léris, Vous n'aurez pas ma haine, le récit. Donc Vous n'aurez pas ma haine, c'est super connu, c'est le post Facebook qui a fait le tour du monde après les attentats du Bataclan en novembre 2015. C'est un livre qui se lit super vite. Je vais pas vous gâcher le plaisir franchement de vous résumer ce que c'est, mais c'est le témoignage juste très poignant et d'un veuf avec son enfant. Vraiment d'habitude, c'est pas que j'en ai rien à faire des témoignages, mais c'est que je les prends pas, j'arrive pas trop ni à les prendre au sérieux ni quoi que ce soit. J'ai toujours eu un blocage en fait avec les témoignages. C'est plus fort que moi, je savais pas comment l'expliquer, mais bon, c'est pas grave. Mais pour Antoine Léris, pour Vous n'aurez pas ma haine, pour le récit, j'ai super kiffé. Et je vous le recommande vivement, écoutez. On va passer au top 1. Antonio Damasio, L'erreur de Descartes. Alors, pour ceux qui savent, il y a 2 livres dedans que j'ai pris par rapport à une chaîne YouTube qui est celle de Victor Ferry, qui est un gars que j'aime pas spécialement en fait. Au début j'aimais bien ses vidéos, mais au bout d'un moment il m'a saoulé. Mais L'erreur de Descartes de Damasio, mais j'adore ça, vraiment. Alors il y a des phases dans ce bouquin que j'ai moins aimé. De toute manière, le livre parfait n'existe pas, mais faut savoir que moi je suis quelqu'un, niveau science, j'ai décroché il y a un petit moment, et ce bouquin m'a fait renouer avec la science. Bon, métapsychologie de Freud aussi, mais là c'est un autre délire. Sa thèse, qu'il démontre scientifiquement et avec des arguments qui sont vraiment cool, c'est que toute action vient d'une émotion. En fait, sa thèse, c'est que toutes les décisions viennent des émotions. Il s'est questionné sur le sujet juste après avoir eu des patients qui étaient devenus totalement apathiques, sans émotion, et qui n'arrivaient plus à faire de décision, et qui avaient un problème au niveau du cortex préfrontal, donc devant le cerveau. Du coup, j'ai appris énormément de notions en neuroanatomie que je ne pensais pas apprendre. Là, en regardant comme ça, je me rends compte qu'il est écrit en tout petit, hein. En fait, ça m'étonne pas, parce que j'allais dire que j'ai mis énormément de temps à lire. J'ai mis tout le mois de novembre à le lire, celui-là. Et il y a eu beaucoup de concepts que je ne comprenais pas très bien, et il fallait que je relise. Bon, juste, petit point négatif encore, c'est que vers la fin, il se la joue un peu philosophe, et j'aime pas trop ça. Mais c'est vraiment juste à la toute fin, parce que ce
bouquin est vraiment trop cool. Moi, je vous encourage à aller le lire, mais prenez votre temps pour le lire parce que c'est vraiment stylé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors j'ai lu là comme ça, je dirais une dizaine de bouquins, mais c'était super stylé. Et puis bon bah j'espère vous avoir envie de donner d'en lire au moins un ou deux. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.